Donc, je suis chercheur à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, où s'entraînent une bonne partie des athlètes de haut niveau français. On a 2 laboratoires à l'INSEP, donc moi je suis dans celui qui a trait au gros volume de données. Par rapport à l'objectif du jour, on m'avait sollicité pour créer le plan national data, qui était préfigurateur du Sport Data Hub, qui est mis en place aujourd'hui en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et l'objectif principal de ce Sport Data Hub, c'est de donner un avantage concurrentiel via les données aux sportifs français pour Paris 2024. Je travaille plus particulièrement sur l'estimation de potentiel, qui sera peut-être moins le sujet du jour, puisque vous avez un MES et nous on a quelque chose qui est assez similaire qu'on appelle un AMS, Athlete Management System. Donc ça va plutôt être sur la seconde partie de mes recherches, qui sont sur le monitoring et la prévention des blessures, c'est-à-dire comment on va capitaliser sur l'ensemble de ces données pour aider les athlètes à être plus performants, pour éviter le fait qu'ils se blessent ou pour analyser la concurrence. Donc comment on génère de la perf via les données dans le sport de haut niveau? J'ai un petit schéma qui synthétise une partie des apports qu'on peut avoir. Donc vous avez en haut à gauche, on travaille sur l'analyse de la concurrence. C'est-à-dire comment on va pouvoir scruter les adversaires des Français, déceler leurs patterns de victoire et surtout ce qui nous intéresse de défaite, pour essayer de proposer des stratégies d'adaptation par rapport aux forces des athlètes français, mais aussi aux faiblesses identifiées des athlètes étrangers. Donc on a une partie des équipes qui travaillent sur ça. On en a une autre qui est plutôt sur en bas à gauche du schéma, sur la détection. Plutôt, on essaye de faire changer aussi le paradigme, ne plus parler de détection, qui est un élément plutôt figé, détection de talent à un instant T, mais de parler d'estimation de potentiel. Derrière, il y a aussi tout le traitement des données et la mise en place de modèles de prédiction avec sa marge d'erreur, où on va essayer d'ouvrir justement et de ne pas passer au travers de potentiel. Et puis on a toute la partie de droite qui nous prend énormément de temps, qui va être sur l'optimisation de la performance et la diminution des risques de blessures. Donc c'est un travail en interaction avec donc le métier de chez nous, les entraîneurs et les staffs, où il y a une nécessité de partir de leurs besoins et de leur libérer du temps, pas leur en faire perdre, qui est un des leviers essentiels et importants pour réussir notre travail, où certes, on est plutôt sur une valence de chercheurs en sciences du sport ou des données, mais là, pour le coup, on se positionne vraiment, il y a un terme anglo-saxon qui a été posé avant leurs Jeux Olympiques de Londres, de support scientist, où on va être en support de leur performance. Et notre enjeu principal, c'est à partir des données, d'expliquer aussi, certes il peut y avoir des apports, mais il y a aussi un bon nombre de limites, et de faire comprendre que par rapport à un objectif, on doit capter des données, il peut y avoir des biais dans le choix des données qu'on capte, dans les capteurs, dans la façon dont on modélise, la façon dont on restitue et on visualise. Et donc quand on fournit un outil qui peut être un Athlete Management System, il y a une nécessité de compréhension concomitante des apports et des limites. Donc c'est un travail qui nous demande des efforts certains. Il y avait une COP juste avant. Nous, on a créé une COP sur... Alors au début, c'était sur la visualisation des données. Maintenant, c'est sur la représentation des données, parce qu'on adresse aussi du support pour les athlètes paralympiques. Donc pour des déficients visuels, ça va être plus compliqué d'être sur de la visualisation de données. Donc on est sur une COP autour de la représentation des données, puisque c'est le vecteur qui va permettre que les staffs adhèrent ou n'adhèrent pas à ce qui est proposé. Un des exemples, c'est de la prédiction de performance. Je pense que c'est des éléments qui vous touchent aussi et vous impactent. J'ai une équipe de 5 personnes qui estiment les probabilités d'être champion olympique ou champion du monde pour l'ensemble des athlètes de la planète. Donc on s'amuse avec un jeu de données conséquent qui est mis à jour dès qu'il y a une compétition internationale qui est réalisée. Et on doit générer des visualisations et des estimations de performance de tous les athlètes de la planète, puisque pour estimer une probabilité de bien figurer sur un prochain championnat du monde ou des Jeux Olympiques à Paris, par exemple, en 2024, on doit nécessairement comprendre la concurrence, la densité de concurrence, les cinétiques de progression. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose d'autrement confidentiel, puisque c'est la probabilité d'être champion olympique de Batman. Donc c'est sa fiche athlète. Vous allez voir, hein, c'est un athlète qu'on suit régulièrement.
Donc il a 32 ans, il a un rang estimé 1, et donc on va sortir une chance de médaille avec une probabilité d'erreur autour. Bien entendu, sa meilleure performance reste confidentielle et sa dernière performance encore plus. Si vous trouvez le véritable athlète qui est derrière, je pourrais vous donner une récompense en vous disant oui, c'est bien lui. Ce qu'on fait, donc, c'est on a sur la partie estimation, on rank alors, régulièrement les 8 premiers ou les 10 premiers, ça va dépendre des staffs. On a des graphiques, alors on en a énormément, notamment pour dans ces outils qu'on peut mettre en place et comment on va faciliter l'adhésion des entraîneurs et des staffs, c'est on va toujours visualiser les variables qui ont le plus d'importance dans l'estimation. Une qui a de l'importance, c'est comment ici va se situer l'athlète dans sa densité de concurrence. Donc là, on prend les 8 meilleurs athlètes de la planète et on trace les performances d'un athlète, ses meilleures performances par année, et puis on regarde sa cinétique et où est-ce qu'il se situe. Un autre élément important qui est utilisé un peu partout sur la planète, notamment par Team USA ou UK Sport, qui sont les anglo-saxons, eux ils parlent de Olympic Pathway. Donc nous on a nommé ça les couloirs de performance, et ce que vous voyez en filigrane ici, ce sont les couloirs par lesquels sont passés des champions du monde ou olympiques, et ça va permettre de situer l'athlète français ou étranger dans ces couloirs-là pour visuellement avoir une représentation de comment il se situe par rapport à sa concurrence, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'il est dans les clous d'une trajectoire de champion olympique. D'autres exemples, ça c'est les travaux en collaboration avec la Fédération française de triathlon qui sont menés par Thibault le Danois, où lui l'ensemble, donc ça c'est dans un dispositif TEVS Cifre que les entreprises connaissent bien aussi. On a des données sur le profilage des athlètes français, on a des données sur la typologie des parcours et on a des données sur quels adversaires participent à quelle compétition. Et donc là, l'objectif, ça va être de matcher ces 3 niveaux d'information. Et lorsque le plateau est annoncé, c'est-à-dire les participants sur une course, ça va permettre d'aller rechercher et interroger les bases de données pour savoir comment ces athlètes-là réagissent sur ce type de parcours. Donc on commence par faire de la labellisation et du cluster de parcours pour savoir quelles sont la typologie des parcours. Et à partir de ça, on va estimer des probabilités de scénario de course. C'est-à-dire sur ce type de parcours, avec ce type d'athlète, ça risque de partir très fort en natation. Triathlon, 3 disciplines, natation, vélo et course. Et donc du coup, on va estimer que le peloton va être étiré ou condensé et que du coup, ça va générer après la première transition une échappée, un peloton ou de nombreux pelotons. Et donc ça permet de sortir des probabilités de... Il risque de se passer ça, et donc forcément les exemples qu'on vous montre sont ceux où les estimations ont été plutôt bonnes, et donc où il avait pu être mis en avant que sur ces championnats d'Europe, il risquait d'y avoir une natation forte, et que si l'athlète français, sur l'ensemble des modélisations qu'on avait fait tourner, ne faisait pas l'effort en natation, il allait se retrouver dans un deuxième peloton en vélo, il aurait dû faire un effort très conséquent pour revenir sur le premier peloton, et il est normalement très fort en course à pied, et dans aucune des simulations réalisées, il aurait pu revenir et être premier. Et donc, il devait faire un effort conséquent. Donc ça, en fait, c'est des recommandations qu'on va fournir quand on est sur la partie analyse de concurrence. Et après, libre au staff d'utiliser ou de ne pas utiliser ces informations-là. En plus, ce qu'on fait, c'est vraiment, on fournit un outil en plus dans la boîte à outils. C'est aussi la démarche qu'on a auprès des entraîneurs et des staffs, c'est de leur dire qu'on est en support de leur performance, qu'on peut avoir des analystes qui vont travailler la nuit ou plusieurs nuits et qu'ils décident ou pas en tant que chef d'orchestre d'utiliser cet instrument au moment idoine. Donc un autre exemple qui a plutôt bien marché, ça c'est donc les typologies de courses et des clusters, comment on catégorise les courses pour après analyser le plateau et sortir des probabilités. Sur les Jeux Olympiques de Tokyo, dans le cadre de sa thèse, donc Thibault avait correctement estimé l'ensemble des courses, à la fois le relais mixte et puis les courses hommes et femmes. Donc les stratégies qui avaient été proposées, les estimations avaient été correctes. Vu qu'on est sur de l'expérience MES, je vais vous partager de l'expérience AMS. Donc nous, c'est Athlete Management System. C'est l'ensemble des informations qu'on va colliger, récupérer sur un athlète de haut niveau. Donc là,
petite introduction sur comment on peut, à partir de données de performance, avoir une idée de où va se situer un athlète. Là, on est vraiment sur de la captation quotidienne de comment il s'entraîne, comment il dort, comment il récupère, comment il s'entraîne, quel volume, quelle intensité, quelle densité de séance, ratio travail-récupération, la couleur de ses urines. Parce que ça c'est important pour nous entre l'entraînement du matin et celui de l'après-midi pour savoir si l'athlète est déshydraté ou pas et s'il y a une nécessité de se réhydrater. Au Japon, avant les Jeux Olympiques, j'ai eu la chance de visiter leur structure et donc entre la séance du matin et puis celle de l'après-midi, quand ils arrivent à la cantine, leur plateau est scanné. Et ça va biper ou pas parce qu'il va manquer quelques grammes de protéines ou il manque une bouteille d'eau par rapport à la séance du matin et celle qui est programmée l'après-midi. Donc c'est une culture différente. J'ai pu voir 10 ans de suivi, donc de monitoring sur des températures prises tous les matins sans une donnée manquante. Donc là vous faites ça en France sur des sports de combat, je pense au bout du 2e jour, le thermomètre vous ne le retrouvez plus. Et puis ça s'arrête là. Donc il y a une nécessité d'adaptation, mais comme vous pouvez le voir sur ces images, on est vraiment sur des informations similaires où on va avoir des informations en temps réel, comme ici de la fréquence cardiaque ou des déplacements via les GPS ou les systèmes LPS. Donc si par exemple dans cette salle on se mettait à faire du sport, si je voulais traquer vos mouvements, vos accélérations, décélérations, sauts, on ne pourrait pas par le système GPS, donc on met des petites balises pour localiser à partir des balises. Et donc de ces informations-là, on a principalement 2 objectifs, c'est mieux individualiser pour optimiser la perf et mieux individualiser pour éviter la blessure. Parce qu'un athlète qui se blesse, c'est au détriment de sa performance, potentiellement de sa santé, mais aussi d'une performance collective s'il est dans un staff. Et maintenant, légion de documentation et d'études scientifiques ont pu mettre en évidence que les champions olympiques ou champions du monde sont ceux qui se blessent le moins ou ne se blessent pas sur le cycle olympique précédent. Donc le premier objectif, c'est d'éviter la blessure. Donc on capitalise énormément de données autour des athlètes pour mettre en place ces éléments-là, ce qui fait qu'on a une petite déformation professionnelle. Là, vous voyez la meilleure équipe de rugby du monde en noir. Ce n'est pas les All Blacks, hein, c'est La Rochelle. Désolé pour les Clermontois, mais bon, ça date un peu, donc il y a prescription. Et voilà, nous, ce qu'on voit. Parce qu'en fait, on capte des informations. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur les joueurs de rugby, derrière, dans le dos, il y a un petit boîtier, donc le GPS, qui permet d'avoir des informations. Alors au début, c'était 10 Hz. Maintenant, certains sont en 100 Hz. 100 informations à la seconde dans les 3 axes sur les accélérations, les décélérations, les impacts, les sauts pour 15 joueurs. Et ça, c'est que le petit GPS. Après, vous avez des analystes vidéo, donc 3-4 par équipe, qui vont venir indexer et taguer de l'information vidéo. Donc par exemple, une passe, un plaquage, le temps dans un ruck pour que la balle sorte, le temps pour que le 9 arrive, créer des KPI offensifs, défensifs. Donc ça fait beaucoup d'informations. Et donc du coup, notre Athlete Management System, on a identifié différentes temporalités. On optimise la perf et on diminue le risque de blessure, ça c'est nos entrées. Et on a une première temporalité qui est un enjeu de partage d'informations. Alors souvent, à mon avis, c'est similaire au MES, c'est des données qui sont éclatées. Entre un entraîneur de la défense, un entraîneur de l'attaque, si on reste sur le rugby, un préparateur physique, celui qui va gérer les GPS, ceux qui vont gérer les séances d'entraînement et ainsi de suite. Donc ça va permettre de rassembler une information qui était soit disparate, soit éparpillée, de pouvoir la partager. Donc là, l'enjeu de partage, il est fort puisque entre la séance du matin qui va être avec un préparateur physique particulier et puis celle de l'après-midi, ça permet de connaître ce que l'athlète a encaissé. En gros, nous, notre travail, c'est il y a une charge d'entraînement qui est programmée, il y a ce que l'athlète va encaisser, donc on doit mesurer ce qui est programmé et encaissé, et puis il y a les modalités intermédiaires qui vont générer des adaptations. Notre enjeu, c'est que les adaptations soient générées sans augmenter le risque, et on est vraiment sur une ligne de crête. C'est comment on tire le maximum en évitant la blessure. Donc,
dans cette première temporalité, ce partage d'informations permet de réguler, d'individualiser et surtout de mettre en banque des données pour passer aux étapes suivantes qui sont plutôt de l'ordre analytique. Et donc, comment on va créer des indicateurs, des index, des KPI sur l'état de forme, sur les jalons de retour post-blessure, sur l'affûtage avant une compétition. L'affûtage, c'est si vous faites de la course à pied et que vous avez une compétition dimanche matin, vous allez diminuer le volume d'entraînement en maintenant l'intensité entre 12 et entre 10-12 jours au préalable pour permettre un rebond de vos capacités. En gros, vous allez vous entraîner fort, ça va vous entraîner à un niveau de fatigue et puis vous laissez votre corps se réadapter pour avoir un niveau supérieur à celui préalable. Et puis la dernière partie, donc c'est les estimations à la fois de performance et de blessure. Pardon. Donc là, les deux étapes précédentes sont bien évidemment nécessaires. On m'avait demandé de réfléchir, au début on a implémenté ça chez nous aux étapes nécessaires d'un athlète management system, parce que pour aboutir à la temporalité 3, il faut passer par la 2. Mais pour passer par la 2 et arriver à la 3, il faut avoir emmagasiné des informations au préalable, et si elles ne sont pas là, vous ne franchirez pas les étapes suivantes du descriptif vers le prédictif. Donc on a fait un travail de recensement. Alors, comme souvent, d'autres nations avaient déjà mis en place ce système-là. Souvent, on aime bien voyager et aller, c'est soit dans les clubs de football anglais. Je suis plus fan de rugby, donc j'allais plutôt chez les Saracens ou le Munster ou le Leinster, mais surtout les voyages qui nous permettent de grandir rapidement, c'est d'aller voir les franchises américaines de NBA, de foot américain ou de hockey ou de baseball qui sont sur une autre planète, hein, disons-le. Moi, j'ai vu des situations où vous avez des joueurs de NBA qui arrivent et qui ont pris une rouste la veille et le matin, les entraîneurs veulent leur faire mal. Sauf que ça rejoue soit le soir, soit le lendemain. Et ils ont une plateforme de force, donc un petit matériel très onéreux quand même, donc E3 pardon, pour mesurer en fait le niveau ou appréhender le niveau de fatigue neuromusculaire des jambes. Ils les font sauter, ils ont le 100% de l'athlète et ils veulent se rendre compte où il est pour pouvoir taper fort sans engendrer un risque trop élevé de blessure. Sauf que là, il n'y en avait que 3, il fallait passer 40 joueurs, donc ils ont appelé la marque Kissler et une demi-heure après, il y avait 40 plateformes. Une plateforme, c'est à peu près 15 000 €. Donc c'est vraiment un autre monde, une autre façon de penser où vous pouvez vous retrouver en France avec un directeur de performance dans une structure avec 3-4 préparateurs physiques et 2-3 analystes. Là-bas, le directeur de perf, c'est un profil plutôt universitaire PhD qui va avoir 20 analystes et 30 préparateurs physiques. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles. Et donc ils ont mis des AMS en place depuis un certain nombre d'années. Donc l'important ici, c'est en fonction de l'objectif de déjà penser les étapes suivantes et d'avoir des informations sur les performances, sur les tests, sur on fait passer des questionnaires le matin sur le niveau de motivation, de stress, d'anxiété des athlètes, de fatigue, de sommeil, de charge d'entraînement et ainsi de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est des exemples de notre athlète 360 au sein de l'INSEP, où vous avez des quantifications de charge d'entraînement, ici, des informations globales sur le niveau physique, mental et ainsi de suite des athlètes, et puis ce qu'on essaye de tracer, c'est la variabilité individuelle de chaque athlète pour être en mesure d'identifier quand est-ce qu'ils sont en train de sortir de leur variabilité individuelle. Et quand ils sortent de cette variabilité individuelle, c'est-à-dire plus fatigués, moins en forme, plus en forme, est-ce qu'on peut déceler? On ne va pas être dans la recherche causale d'un facteur par rapport à un autre, on va essayer d'identifier des patterns. C'est-à-dire que la dernière fois que cet athlète s'est blessé, c'était à un niveau de forme inférieur et puis un niveau de fatigue cumulé, déclaré, et puis en même temps une capacité moindre à encaisser la charge d'entraînement. Et donc on essaye d'identifier quand est-ce que l'athlète se resitue dans ce pattern-là pour générer des systèmes d'alerte. Par exemple, sur Dan Weaving, un chercheur qui travaille sur le rugby à 13, il traite 1,1 milliard de données par an et il fait un traitement très simple tous les matins. Avant chaque entraînement, il fait un espèce de filtre scientifique à l'aide d'une ACP, un modèle très simple, qui permet de situer l'athlète en termes de fitness et de fatigue. Voilà son état à l'instant T.
Et il y a eu une démarche très simple, c'est permettre de visualiser les blessures par rapport à ce niveau de fitness et de fatigue. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de blessures dans une zone. Et donc, quand les athlètes du jour sont dans cette zone-là, ils discutent avec le staff. Utilisation pratique d'un athlète management system. La chose qu'on nous demande le plus souvent de faire, et je pense que ça peut résonner assez fortement chez vous, on revient sur Batman. Parce que dès que c'est un peu touchy ou sensible, je suis obligé de parler de Batman. Parce que si je vous sors des scores d'état de forme d'un athlète qui peut jouer quelque chose au championnat du monde de demain ou des Jeux Olympiques, c'est plus problématique. En gros, c'est le score d'état de forme. Valider des scores d'état de forme. C'est-à-dire, ce que vous voyez en vert ou en rouge, c'est on va sortir à l'instant T, aujourd'hui, maintenant, avant l'entraînement de 10 heures. Batman, si on est sur la partie gauche, il est vert à 82% des cas. Donc ça, c'est l'effort qu'on fait d'interprétabilité de ce score-là. Ça veut dire que nos algorithmes ont tourné et on vous dit qu'il est vert. Et dans 82% des cas où on a dit qu'il était vert, il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas blessé, il n'a pas dû réguler l'entraînement, on n'a pas dû down-réguler, on n'a pas dû arrêter avant, il n'y a pas eu de gêne, il n'y a pas eu de problème. Et de l'autre côté, si on vous le met en rouge 53, ça veut dire qu'on estime qu'il est à risque et dans 53% des cas, quand on a dit qu'il était à risque, il s'est blessé. C'est amener les staffs et les entraîneurs à comprendre les indicateurs de précision d'un modèle, la sensibilité, la spécificité. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, dans les leviers identifiés notamment dans les franchises NBA, ne pas être abscon. C'est-à-dire ne pas dire voilà mes rock curves, mon score de sensibilité, de spécificité, de précision du modèle. Là, vous avez perdu tout le monde, peut-être vous aussi déjà, mais surtout les staffs. Par contre, de leur dire il est vert 82% des cas, quand on dit qu'il est vert, il ne se pète pas, ça leur parle un peu plus. Donc c'est ce type d'exemple qu'on met en place pour que la donnée soit perçue comme un apport, en essayant de faire comprendre les limites et en positionnant notre intervention en termes de support. Et sur la première slide, vous aviez à droite libérer du temps d'expert. En fait, c'est leur libérer du temps sur la captation d'informations, leur libérer du temps sur la digestion de toutes ces informations-là. Parce que si vous vous retrouvez avec toutes les données de GPS, toutes les données de questionnaire du matin, toutes les données de saut sur plateforme de force, que vous leur montrez des cinétiques individuelles de récupération, des membres inférieurs, des scores de fatigue, son sommeil qui remonte, ratio cortisol-testostérone pour interpréter la fatigue, tout le monde est paumé. Vous créez un score assez simple comme ça, ça permet d'embarquer un peu plus. Embarquer un peu plus, c'est un enjeu, nous, qui est très fort, puisqu'on est dans un système, le sport de haut niveau est encore malheureusement trop masculin, malgré des grands programmes de recherche qu'on peut lancer comme Empower, qui intègrent le cycle menstruel dans les cycles de performance, mais vous vous retrouvez principalement face à des entraîneurs hommes, même pour des athlètes féminines, avec une culture du compagnonnage forte, transmission orale de « t'es mon ancien athlète », je vais te prendre pour être mon successeur et je te transmets tout ça. Ou alors des renouvellements de staff où les entraîneurs vont partir avec leur ordinateur, la connaissance, la planification et donc ancrer la culture de la donnée. Ce qu'on a identifié d'important, un vecteur important d'un athlète management system, c'est que vous capitalisez sur la richesse de votre entreprise, vous capitalisez sur les processus qui sont mis en place. Vous mettez en banque les connaissances et les compétences des personnes présentes. Et donc, ancrer cette culture-là, dans ce monde-là, ça démarre par l'humain, ça se finit par l'humain. Si vous n'avez pas créé le climat de confiance, les données ne seront jamais utiles. Et c'est pour ça que le storytelling est extrêmement important. La partie technique de données, de classification des données, de les arranger, de les présenter visuellement, techniquement, un grand nombre de personnes peuvent le faire. Par contre, nous, pour pouvoir réellement contextualiser ces données, avoir un niveau d'interprétabilité qui est au-delà de celle du modèle, on a posé le concept de Sport Data Scientist. Donc, c'est des profils qui sont des scientifiques à l'interface des données et du sport, qui sont en capacité de comprendre les deux. C'est plutôt ces personnes-là qui sont en interaction avec le terrain, qui vont être en capacité d'expliquer ce qu'on peut tirer comme information de l'athlète management system ou des données, avec une compréhension de la logique interne de l'activité,
avec une compréhension et surtout le vocable pour pouvoir discuter avec des entraîneurs et des athlètes. Et un élément qui est essentiel, c'est la posture. La posture vis-à-vis d'un staff. Parce qu'on est, un collègue Martin Buchette, qui était directeur de la performance du PSG, qui est maintenant à Lille, a écrit un bouquin récemment qui s'appelle E-Goals, pour les égos dans le sport de haut niveau. Et donc on est dans un niveau d'ego qui est assez fort. Assez fort même. Et donc du coup, dans ce bouquin, désolé Martin, j'espère que c'est pas trop filmé, mais en tout cas on coupera ça, il pose un concept qui est juste génial, c'est le ego volume. Et donc c'est d'avoir une capacité à monter ou baisser son propre ego pour faire passer le message qui doit être passé. Et par moment, il doit souvent être bas. Et à d'autres moments, il faut être en capacité de savoir qu'il faut le monter et rentrer en confrontation directe avec je ne sais plus combien de fois, 3 ou 4 fois champion, non 3 fois champion olympique, une dizaine de fois champion du monde, judoka assez costaud. Il faut lui dire non, t'as tort, et non, c'est pas comme ça, ou avec d'autres profils. Et ça, en fait, dans la compétence hybride, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et on veille à trouver des individus qui ont cette bonne posture. On a déjà sorti des mathématiciens très forts parce qu'ils voulaient expliquer la performance à des entraîneurs. Parce qu'on intervient dans un système qui est déjà très performant. C'est des athlètes qui sont champions de France, pour certains du monde ou d'Europe déjà. Donc notre première action, c'est de ne pas perturber la perf, premièrement. Si on a ensuite de comprendre le problème et essayer de mettre en place des solutions. On a de la chance, il y a l'effet placebo. Et en plus, il y a ce que j'appelle l'effet doudou, c'est que on nous sollicite pour revenir par rapport à une problématique. Donc déjà, si on ne perturbe pas la perf, qu'on met quelques capteurs, et dans 95%, on va confirmer l'intuition des staffs, on va bénéficier de cet effet doudou et de l'effet placebo qui peut générer une performance meilleure alors qu'on n'y est pour rien. Et ça, c'est beau. Nous, on a identifié que pour générer de l'adhésion, ça passait principalement par des enjeux de visualisation. Comment on restitue l'information, comment on peut ne pas parler par rapport à une problématique qu'on a identifiée. On va mettre en place les traitements de données qu'il faut, les outils de restitution et en fait, on est face à des personnes qui sont en manque de temps. Quand je dis manque de temps, c'est un entraîneur de haut niveau et 265 jours en dehors de sa famille. Donc la notion en déplacement, en stage. Donc la notion de week-end, elle n'existe pas trop. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent appeler le dimanche sans savoir que c'est le dimanche pour avoir besoin d'un truc dans l'heure. Et dans cette crise de temps, il faut aller à l'essentiel. Donc si la visualisation permet de répondre à l'objectif sans qu'on ait besoin de parler, c'est vraiment un plus. C'est ce qui va permettre d'accrocher. Dans une de mes équipes, Jérémy Vanner avait sur les enjeux de médiation scientifique, c'est-à-dire comment on amène à faire passer un message correctement, avait travaillé sur ce concept à la fois de qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est un rond dans un carré, donc c'est un rond dans un cadre. Sauf que ce rond, quand on l'anime, on se rend compte que c'est un grand dingue, Stéphane Brognard, qui fait de l'ultra-trail, qui dans les Vosges a essayé de faire un cercle parfait sur un ultra-trail de 112 km. Comme ça, hein. Donc c'est 28 heures, presque 6000 mètres de dénivelé. Le 12 avril, il s'est enquillé ça. Et donc là, on est en train de visualiser son parcours, qui a une forme de rond. Mais en fait, derrière ces enjeux-là, il y en a un autre, c'est que on essaye de contextualiser, de donner de l'information à un rond qui est dans un cadre. Sauf que en fait, si on essaye de se mettre à la place de certains, pour quelques-uns, ce rond est un carré. Et donc du coup, il y a des enjeux de la façon dont on va restituer l'information génère énormément de biais si on n'y fait pas attention. C'est un biais, ce biais de l'outil, il est communément admis. Et il peut être dangereux plus vous êtes sur de la captation automatique, l'utilisation ou de la modélisation, de l'utilisation d'algorithmes, des modèles de prédiction. En fait, il va y avoir un poids encore plus fort qui va être mis dans l'outil.
Donc vous avez beau répéter que vous êtes en train de fournir une clé de 8 en plus dans la boîte à outils, vous arrivez avec les capteurs, les ingénieurs de tous bords, un superbe outil dynamique qui leur permet de jouer avec les données et qui va faire de l'estimation. Nous, on a eu ces problématiques-là sur certains projets où il y a un poids trop fort qui est mis dans l'outil au détriment de tout le reste des connaissances, malgré les précautions qui peuvent être prises. Donc c'est un véritable enjeu. On y passe beaucoup de temps à réfléchir. Est-ce que ça répond bien à la question? Est-ce que cette visualisation y répond bien? Est-ce que on peut se passer de nous pour expliquer ça? Et donc là, c'est un exemple dans le cadre de la thèse d'Issa Moussa, où on a réfléchi à comment visualiser au mieux le résultat de plusieurs années de combat dans différentes catégories. Et donc au début c'était des histogrammes et on s'est dit circular plot, ça peut être un message qui va, ou un graphique qui va faciliter la compréhension. Ici vous êtes sur la catégorie des moins de 78 kg. On a identifié, donc là c'est sur 10 ans de combat, la distribution du type d'attaque. Vous avez les techniques de sacrifice sur cette partie-là, de bras ici, de hanches et de jambes. Le détail à l'intérieur des différentes prises. Et on a une stratification du déséquilibre Kinza, Wazari et Ippon. Et donc, immédiatement, une fois que vous avez expliqué ça, je ne sais pas s'il y a des judokas ou des judokates ici, les mains se lèvent, elles sont nombreuses. Oui, on a une judokate. Parfait. Donc du coup, ça permet sur cette catégorie-là d'identifier tout de suite quelle est si je vous demande quelles sont les techniques qui permettent de gagner un combat dans la moins de 78, je pense que moi je vais pas à part Uchigari, que je vois ce que c'est et que j'arriverai à faire, qui permet d'arriver à un ippon ici, on se rend compte qu'il y a une autre technique de jambe qui marque. Et que c'est plutôt harmonieusement distribué à part sur les techniques de hanche qui sont peu nombreuses, mais il y en a quand même une qui peut aller jusqu'au bout. Et donc ça permet de pouvoir comparer les moins de 78 avec les KT des 48 et de se rendre compte qu'ici, sur cette catégorie-là, vous avez tout un pan de techniques de bras et de hanche qui n'aboutissent jamais à un ippon. Donc ça, c'est la première étape de comment on décrit la structuration des combats. Et par la suite, on a mis en place à partir de l'enchaînement des phases, les probabilités de comment allait se terminer le combat. Et donc là, on a grandement travaillé, je ne sais pas si vous voyez ce que sont les Sankey diagrammes, par où on passe sur un tatami. Donc ça, c'est un peu plus confidentiel, donc je ne peux pas vous le montrer. En tout cas, qui fonctionne, nous, pour générer cette adhésion, c'est la création de KPI avec le métier à partir de leurs besoins. Et c'est ce qui nous permet de commencer à créer une culture des données efficientes. Je vous montre deux exemples. Un avec l'équipe de France de basket dans les catégories jeunes, la thèse que j'encadre de Yannis Sirid, où on a une demande de en quoi les séances d'entraînement sont en adéquation avec la demande compétitive. Du coup, on a équipé les gymnases de l'INSEP où il y a les matchs et les entraînements du système LPS Kinexon, qui est celui qui est utilisé en NBA, pour quantifier les accélérations, les décélérations, les sauts, les déplacements selon certaines vitesses des basketteurs. Donc ça, c'est la partie plutôt scientifique où on va catégoriser les types d'entraînement. Et la déclinaison pour que ce soit qu'il y ait une adhésion de tous ces collègues, c'est qu'on crée un toolbox qui catégorise les séances. Donc là, je vous ai mis ça, c'est pas le vrai toolbox, je vous l'accorde, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que chaque séance qu'il crée vont être catégorisées en termes de nombre d'accélérations, de nombre de distance à haute intensité, de charge mécanique, de charge physiologique, pour qu'ils aient une idée en choisissant tel ou tel type de séance qu'ils sont en train de solliciter et à quel niveau ils sollicitent. Un autre exemple, je suis intervenu récemment avec le skateboard, la Fédération française de skate, qui sera olympique, qui était olympique à Tokyo et qui sera à Paris. Je vous invite à aller le voir, ce sera sur la Concorde, parce que c'est assez spectaculaire. Sur l'enchaînement des figures, des tricks
et le profilage des athlètes. Donc comment on crée un profil de rider, donc à partir des éléments sur lesquels ils sont jugés, le spot, l'exécution, la prise de risque, la gestion du stress, le flow. Donc là, c'est des personnes qui vont aller indexer sur des logiciels de traitement vidéo ces informations-là. Et donc nous, derrière, en fait, on est dans une culture un peu différente, hein. Le skate, la lutte, par exemple, c'est pas exactement les mêmes... la même ambiance, ils sont en train de se professionnaliser aussi. Donc nous, on a un enjeu déjà de modélisation du skatepark. Cet enjeu-là, c'est de pouvoir, lorsqu'on a un profil de rider qui va être polyvalent, de montrer que sa polyvalence se situe aussi sur l'utilisation que vous avez ici du ball, où il va passer un peu partout et de venir positionner ses figures et de retracer sur le parcours par où il passe et quel type de figure il fait, à quel moment il met le plus de points. Donc on revient à cet enjeu de comment on restitue l'information. Et pour finir, ce que j'ai cru voir un petit panneau, je vais vous partager des exemples qui nous ont servi, qui sont plutôt, comme je vous le disais, le fruit d'échanges avec les franchises NBA principalement et de foot anglais, pour en créer une culture efficace. Les données, ce n'est pas que des chiffres. Nous, on parle de plus en plus d'informations, parce qu'il y a des données qu'on va pouvoir capter, automatiser, et d'autres qui sont de l'ordre de l'information. Un exemple, quand vous passez dans une franchise NBA, tous les matins, il y a 40 minutes de test, les athlètes arrivent, et donc ils font des sauts sur des plateformes, ils ont un petit prélèvement avec un coton-tige pour avoir leur ratio testostérone-cortisol pour appréhender leur niveau de fatigue, et ils passent dans les mains des kinés, des thérapeutes qui vont tester leur laxité de différentes articulations. Et les kinés vont rentrer ce niveau d'information. Il est plus ou moins laxe, plus ou moins tendu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi une information pertinente. Sur la partie d'estimation de potentiel, de détection de talent, il y a nos collègues suisses ont, il y a 2 ans, fait un papier où ils avaient mis une batterie de tests physiques, de profilage psychologique et sociologique qui était extrêmement carré et bien réalisé. Et à côté, ils avaient demandé aux entraîneurs, sur des petits Suisses footballeurs, pas les pauvres, ceux vraiment qui jouent au football, dans 5 ans, lesquels d'entre eux vont devenir professionnels. Donc 0% de chance pour celui-ci, 100% pour celui-ci. Donc ça, c'était l'œil du maquignon en fait. Et dans les modélisations côté réalisées, l'utilisation de ces données seules ne dépassait pas l'œil du maquignon. Par contre, quand on regroupait les deux, ça surpassait l'un et l'autre. Donc c'était la première démonstration que ce type, donc nous on se bat pour rentrer ces niveaux d'information qui sont perçus par les entraîneurs dans nos athlètes management system ou dans nos systèmes de détection parce que c'est une plus-value qu'on partage tous et les démonstrations ont été faites dans notre champ. Une stratégie de données, ça nécessite beaucoup de RH et beaucoup de ressources si vous voulez que ce soit exploité. Nous, ce qu'on essaye d'identifier quand on a peu de ressources, c'est les quick wins. Comment on va rapidement apporter de la plus-value et démontrer tout de suite l'utilité. Parce que si on est dans la temporalité de la recherche, le temps qu'on apporte la réponse et que les résultats soient bien propres, la question n'est plus la même. Donc nous, ce qui a pu être le cas, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ça met du lien et du liant, notamment les athlètes management system, où on va regrouper des informations qui étaient éclatées. Et ça permet d'engager de la discussion. Ça permet, au début, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on parlait d'outils d'aide à la décision, j'ai arrêté. On fait des outils d'aide à la réflexion, en gros. Quand c'est bien aligné, ça va permettre de plus réfléchir et de faire se poser plus de questions que d'apporter de réponses. Ça, c'est signe qu'on a plutôt réussi la mission. Ce qui fonctionne bien chez nous, c'est l'adoption d'une approche progressive et d'aller identifier les quick wins et puis d'avancer comme ça. La plupart du temps, on va confirmer l'intuition des athlètes et des staffs. Ce que je disais tout à l'heure, de faire attention à ne pas être abscon, à ne pas rentrer dans le jargon trop technique, à rester dans le vocable des interlocuteurs. C'est pareil, les meilleurs outils, en fait, ça ne va pas être forcément
faut aller au straight to the point, à celui qui est le plus utilisé. Si les utilisateurs sont sur Excel, on leur développe quelque chose sous Excel. S'ils acceptent le changement, on récupère leur fichier et on leur développe autre chose. Mais c'est vraiment collé au plus près. Nous, on fait c'est du cousu humain, tout ce qu'on peut réaliser. Et le réseau à l'intérieur de ça est vraiment essentiel. L'adage tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur des startups, des partenaires industriels, d'autres laboratoires. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement grandir. Et alors nous on a la chance, mais je pense que c'est similaire chez vous, la performance de haut niveau c'est extrêmement holistique. Et les données en fait vont offrir un outil qui peut fournir une vision globale. Dans un premier temps, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier petit dessin, il y avait libérer du temps d'expert. Libérer du temps d'expert. Là, je veux bien que vous filmiez pas trop, parce que c'est plutôt ce qu'on est en train de mettre en place sur des projets avec un objectif toujours identique. Comment on donne un avantage concurrentiel aux athlètes français pour Paris 2024. Je vous remercie et je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez.